Bonjour, voilà, je m'appelle le docteur Layoubi Khadija. Je travaille depuis une 30aine d'années dans le quartier de Laken, dans un centre médical où il y a plusieurs spécialistes qui travaillent avec moi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une augmentation de nombre détecté de coronavirus. Est-ce que c'est une deuxième vague? Point d'interrogation. Mais le nombre de dépistages est très augmenté. Donc les résultats, fatalement, il y a un nombre de coronavirus qui est plus important. Tous malades, peut-être pas, mais en tout cas positifs. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils sont malades. C'est-à-dire que maintenant, on a la possibilité en fait, de dépister, que ce soit en privé, que ce soit dans un milieu de testing, que ce soit dans un milieu hospitalier. Peu importe, on a la possibilité de pouvoir dépister un maximum de patients par rapport au mois de mars, le mois d'avril, où fait, soit c'était un problème de kit de dépistage qui manquait ou une autre raison. Mais le constat est réellement, on se rend compte que maintenant le nombre de dépistés est très élevé par rapport au mois de mars. Donc il y a une augmentation au niveau des dépistages et on a un nombre positif qui est plus élevé. Mais ne veut pas dire nombre de malades plus élevé. Parce que ce sont des nombres asymptomatiques. Les gens viennent de voir parce qu'ils ont été en contact avec un membre de leur famille qui a été détecté positif. Et donc toute la famille, 5-6 personnes viennent se faire détecter. Et donc le nombre augmente fatalement. Mais écoutez, je pense que la première chose à faire, c'est d'aller chez son médecin traitant. D'abord prendre contact avec son médecin traitant et en fonction de la symptomatologie, le médecin décide s'il doit le voir dans son cabinet et à quel moment, prendre rendez-vous, le prendre d'une façon tout à fait séparée, ne pas le convoquer pendant qu'il consulte où il y a d'autres patients pour ne pas prendre d'autres risques pour d'autres patients. Donc c'est d'organiser une plage d'horaire pour les patients qui présentent des symptômes de type Covid. Je pense que ça serait plus intéressant. Donc la première chose à faire, c'est de contacter son médecin traitant. Et son médecin traitant, à ce moment-là, prendra la décision. Parfois, dans certains cas, c'est vrai, quand il y a vraiment une insuffisance, en tout cas suite à l'anamnèse téléphonique, on peut sentir que le patient est en détresse respiratoire. Et là, je pense à ce moment-là, ils vont mieux appeler l'ambulance et rediriger le patient vers un milieu hospitalier que de le trimballer chez lui en consultation. Je pense que ça, c'est une démarche. Donc, tout dépend des symptômes. Si les symptômes sont relativement moyens, que ce soit une température, des arthralgies, c'est-à-dire des douleurs articulaires, musculaires, mal de gorge, une légère toux, parfois une gastro-entérite, je pense que c'est des symptômes. Là, le patient peut contacter son médecin et prendre un rendez-vous et surtout éviter d'aller en consultation libre pour éviter de contaminer d'autres patients qui sont dans la salle d'attente. Ça, je pense que c'est un minimum à faire et ça, c'est le médecin traitant qui doit s'en occuper et insister pour voir son patient avec une plage horaire bien particulière, en rendez-vous. Si les symptômes sont beaucoup plus sévères, je pense que ça ne sert à rien qu'ils viennent parce que le médecin traitant, à notre niveau, nous ne pouvons rien faire. Ils vont mieux à ce moment-là hospitaliser le patient parce qu'il va certainement recevoir de l'oxygène et être pris en charge comme il se doit. Ça, je pense que c'est la première chose à faire. Je pense qu'il faut s'organiser et je pense qu'il faudrait vraiment que les gens soient conscients en disant je suis pas malade ou je suis malade. Si je suis malade, je dois rester isolé pendant 7 jours. C'est quand même pas la mer à boire de pouvoir rester 7 jours et qu'un membre de la famille vient s'occuper de poser les plats tout en prenant des précautions, que ce soit le masque, une hygiène et que ce soit toujours la même personne qui s'occupe du malade pour éviter une contagion. Je pense que c'est le bon sens qui doit travailler à ce moment-là. Aller dans un hôpital comme ça s'est produit le mois de mars, moi je ne suis pas très d'accord parce que je trouve que les gens ils ont été isolés, ils ont été à la limite, ils ont eu cette sensation d'abandon, il y a une peur terrible, une panique terrible que les gens disent moi je ne veux pas aller à l'hôpital parce qu'on va me tuer, c'est des choses qu'on a entendues, on va pas pouvoir en fait, je ne vais pas voir mes proches. Quelque part c'est vrai parce que les personnes âgées qui ont été isolées de leurs proches, c'est 2 drames. Non seulement ils ne comprennent pas qu'est-ce qui leur arrive, ça c'est une première chose. De 2, ne pas avoir contact avec leurs proches parce qu'il y a interdiction totale des visites. Et je pense que l'aspect psychologique et social, à mon avis, il a été un tout petit peu délaissé. Et c'est une des raisons, en tout cas auprès de mes patients, qui
préfèrent rester chez eux que d'aller à l'hôpital. Ça, c'est inévitable. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'on l'entend partout à ma consultation. Partout, on entend ce genre de commentaires. Et je ne pense pas que c'est totalement faux. Je pense que les gens, en effet, ils ont été à l'hôpital, ils n'ont pas eu contact avec leurs proches. Ils ont été avertis que lorsque c'était la fin, qu'ils puissent aller voir leurs proches. Et c'est dramatique, que ce soit à être hospitalisé. Et je pense que là, il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Je veux bien, mais je pense isoler une vieille personne, c'est encore enfoncer le clou dans la plaie. Écoutez, on parle de la cortisone, la dexaméthasone actuellement, on dit que c'est efficace. Il faut voir les études qui montrent, mais il semblerait que c'est la dernière chose. À l'époque, c'était l'hydroxychloroquine, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, avec l'azithromycine. Maintenant, ce qu'on entend et les études, c'est la dexaméthasone. Il semblerait qu'elle donne quand même de bons résultats, mais il faut attendre les études pour voir réellement si ça se confirme ou pas. Mais c'est ce qu'on traite. On traite toutes les personnes qui sont hospitalisées en général. On donne en dehors de l'oxygène, on donne quand même de la dexaméthasone. Voilà. Est-ce que c'est efficace à 100%? Je suis très mal placée pour pouvoir répondre à cette question. Moi, je suis très sceptique. En tout cas, moi, je ne suis pas à... Ça fait 30 ans, c'est pas comme ça que je vois la vaccination, c'est pas comme ça que, bon, maintenant c'est vrai que c'est une pandémie, est-ce que toute la recherche a été mise en place pour pouvoir trouver ce vaccin, qu'est-ce qu'il vaut, quels sont les risques, point d'interrogation. Moi, je suis un tout petit peu sceptique aussi, moi, on n'a pas assez de recul, et je pense que, et puis, est-ce qu'on est sûr qu'en vaccinant, on ne doit pas vacciner chaque année? Ça, c'est une deuxième question. Est-ce qu'il n'y a pas de conséquences de ce vaccin? Est-ce qu'il est efficace? C'est toutes des questions qui sont ouvertes. Hein. Donc, c'est un peu très difficile de se pronostiquer. Je pense que c'est trop tôt. Bon. Il y a peut-être le business derrière ça, les firmes pharmaceutiques, point d'interrogation. Ça, c'est aussi des... On dit que c'est de la même famille, plus ou moins, qui serait mutée, plus ou moins, qu'il y aurait des gènes. Ça, c'est là. Mais bon, mais personne n'est sûr. Hein. Personne n'est sûr actuellement de savoir exactement. Il a existé en 2012 le SRAS, le H1N1, c'est pas tout à fait la même, c'est pas de Corona, mais celui actuellement, ça, je pense que c'est la même famille, mais qui est probablement muté. Ça, c'est mon intime conviction, quoi. Moi, écoutez, j'ai fait quelques tests auprès de mes patients qui étaient Covid confirmés le mois de mars et qui sont revenus le mois de septembre avec les mêmes symptômes, mais la PCR est négative. Donc, je n'ai aucun cas, en tout cas à mon niveau, à moi, je n'ai pas eu de patient qui a récidivé avec une PCR 2 fois positive. Maintenant, il y a des études dans la littérature, on dit que c'est probablement certains gènes d'ARN qu'on trouve, mais ça ne veut pas dire que le patient, il présente ou il a présenté, mais qu'il n'est pas contagieux quand il présente une deuxième fois les symptômes. Donc ça, c'est... Mais à mon niveau, à moi, je n'ai pas eu un patient qui a été 2 fois contaminé. Avec qui présente finalement le mois de mars, ils étaient Covid confirmés PCR, et en mois de septembre, ils présentent des symptômes de la grippe, on fait le test, mais ce n'est pas du tout Covid, hein, mais qui présente les symptômes de la grippe. C'est très difficile de faire la part entre les symptômes de la grippe saisonnière et les symptômes de Covid. Il y a une telle ressemblance, à part, je dirais que la perte d'odorat et la perte de goût, qui reste un des symptômes les plus évocateurs de Covid. En général, quand les gens disent « j'ai perdu l'odorat » ou « j'ai perdu le goût », on est quasi certain que le Covid est responsable, quoi. Que le coronavirus est responsable. Ça, c'est un des symptômes. Je ne sais pas si c'est lié uniquement à la communauté marocaine, mais c'est vrai que nous voyons qu'il y a énormément, parce qu'il y a les Roumains pareil, les Turcs la même chose. Est-ce que c'est lié? J'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que notre communauté, on a tendance à respecter très peu les consignes.
Ça, c'est... Puis de ne pas croire qu'il existe, le virus. Et c'est... Je ne peux pas mettre tout le monde dans le même paquet. On a parfois des patients qui sont hyper stressés et qui finalement, ils respectent plus qu'à la lettre. Et ça génère certaines angoisses terribles, certains stress où les gens ne veulent plus aller chez le médecin, ils ne peuvent plus sortir de chez eux parce qu'ils ont peur, ils ne veulent plus prendre le bus, parce qu'ils ont peur de contracter le coronavirus. Et vous avez d'autres, et surtout les jeunes, qu'il y a une négligence terrible, le respect des consignes sanitaires, ça passe au-dessus de leur tête, quoi. C'est quelque chose qui ne fait pas partie d'eux. Et que ce soit les fêtes, que ce soit les enterrements, que ce soit dans des cafés, je ne dirais pas les mosquées parce qu'ils étaient fermés, mais je dirais que surtout dans les enterrements, dans les restaurants, dans les mariages, ça se voit très... Et puis je pense qu'au niveau aussi des repas familiaux chez nous, parce qu'on mange souvent dans la même assiette, et si vous allez dire à des Marocains particulièrement, écoutez, prenez une assiette séparée, c'est très très mal vu, parce que pour eux, ça devient du chichi, hein. Donc ils préfèrent manger, et je pense que ça, c'est un des facteurs qui peut être prendre en considération, que chacun puisse manger dans son assiette, que chacun puisse boire dans son verre. Et nous, on a tendance à manger dans la même assiette, on a tendance à boire dans le même verre. Et je pense que c'est quelque chose qui peut interpeller. Et ça, je pense que c'est vraiment culturel chez les Marocains, les Nord-Africains en tout cas, particulièrement chez nous. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut en tout cas sensibiliser. Parce que dès que vous dites aux gens, écoutez, prenez votre assiette, c'est très très mal vu. Non, mais c'est du chichi, oui, non, mais c'est... On mange dans la même assiette, on s'enlace, on s'embrasse, on est très tactile, on est très... Puis en cette période, c'est très bien, on ne va pas critiquer, mais je dis qu'en cette période-là, je pense qu'il faut quand même changer notre comportement. Je pense que d'abord, ne pas avoir peur. Parce que qui dit peur, dit panique. Il faut sensibiliser les gens, leur expliquer le pourquoi. C'est quoi ce virus? Quel est le temps de vie de ce virus? Comment il se propage? Quelles sont les règles à respecter? Et ces règles sont importantes. Parce que quand on est jeune, ce n'est pas grave. Mais quand on est vieux, il faut penser à ses grands-parents, à ses parents, aux personnes qui sont avec une pathologie beaucoup plus lourde. Parce qu'un jeune, lui, le coronavirus, normalement, quoique ce n'est pas toujours évident, et ce n'est pas toujours vrai, lui, il n'aura rien, il n'aura pas grand-chose, il aura quelques symptômes, et c'est tout. Mais son père, sa mère, sa grand-mère, sa tante, c'est pas sûr. Donc il doit penser, il ne doit pas être égoïste, il ne doit pas penser qu'à lui-même, il doit penser aux autres. Et qui dit penser aux autres, ça veut dire on aime les autres. Donc il faut aimer les autres aussi. Et je pense que c'est ça qui est très important. Et pas être égoïste et dire non, ouais, ben, et alors, et après. Non, je pense qu'il faut être responsable. Il est responsabilisé. Et surtout ne pas faire peur, parce que je pense que la peur n'a jamais résolu quoi que ce soit. Donc c'est vraiment expliquer. Et quand on explique à quelqu'un quelque chose qui est difficile, c'est vrai que dans le domaine médical, je pense qu'il est capable et c'est ça où le rôle, je pense, des médias, le rôle de médecins de famille, de tout le monde, c'est de pouvoir en fait sensibiliser les gens, pas les critiquer, les sensibiliser. Je pense que ça c'est important. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous. Merci.